Voilà pour le documentaire. Nous retrouvons maintenant nos invités pour un débat sur ce plateau, à commencer par Guy Girard, le réalisateur du film que nous venons de voir. Avec nous aussi Guillaume Didier, porte-parole du ministère de la Justice. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des prisons, qui vient de rendre un rapport très attendu il y a une semaine maintenant. Et puis Jean-René Le Serre, sénateur UMP du Nord, qui s'intéresse beaucoup aux problèmes des prisons, et cela depuis de nombreuses années. Bonsoir à tous. La tradition veut qu'on commence toujours ce débat ici à Public Sénat par le réalisateur du documentaire. Guy Girard, comment s'est passé le tournage? Parce qu'on dit toujours que c'est extrêmement difficile de tourner dans les prisons françaises. C'est-à-dire que je dirais ce qui a été pour moi difficile, oui c'est difficile. Ce qui est difficile c'est ce qui précède le tournage déjà. C'est-à-dire que ce projet a été initié il y a à peu près 2 ans. Et je veux dire, la dernière année, il y a eu beaucoup de tractations avec l'administration pénitentiaire, ne serait-ce que obtenir l'autorisation. Ouais. Et l'autorisation, bon, elle est arrivée 1 semaine avant le début du tournage, ce qui est très juste, parce que les techniciens sont mobilisés et c'est vraiment très juste. Et il n'y a pas eu de repérage, ce qu'on appelle des repérages, c'est à l'air de vraiment pouvoir avoir un sentiment de ce qu'on va filmer. Et moi j'ai été projeté... Vous alliez à la pêche, on peut dire un peu. Un peu, oui. Comment ça s'est passé? Vous avez eu le sentiment, l'impression d'être surveillé, entre guillemets, pendant le tournage? Je dirais, surveiller peut-être un mot un peu fort. Encadré. Il y a eu 2 tournages, donc je dirais, il y a eu 2 configurations différentes. Non, ce que je peux dire quand même, c'est que j'aurais dans un premier temps souhaité faire un vrai film d'observation, c'est-à-dire pouvoir filmer, je dirais, au moins 2 semaines dans chaque établissement. Et finalement, on m'a accordé 3 jours et demi dans la vieille prison Charles III et 4 jours dans la prison de Maxéville, ce qui est très peu. Oui. Pour faire un vrai travail je dirais, en profondeur, dirons-nous. Je dirais, après ça, le tournage, il y a un représentant, je dirais, de la communication de l'administration pénitentiaire qui me suivait. Donc, dans un cas, on avait quelqu'un qui était très dans la communication et qui voulait... faire passer un message me regardait faire, mais en même temps, il aurait bien aimé, par exemple, que j'aille filmer la déclaration de Rachida Dati quand elle a inauguré le nouveau centre de Maxéville, alors que pour le coup, ce n'était vraiment pas mon sujet. Donc, je sentais qu'il y avait une volonté de communication au sens le plus basique du terme. Dans le second cas, j'avais une jeune femme qui regardait. Voilà. Est-ce que la parole des détenus, pour autant, est libre? Je pense qu'elle est libre. Comme je vous le disais, je n'ai pas pu repérer au sens de faire un véritable choix, mais j'avais quand même demandé à la directrice Aude Curteau, qui elle nous a quand même facilité la tâche, et grâce à elle qu'on a pu faire ce film. On voit bien d'ailleurs. Puisque pour moi c'était un travail, je n'en connaissais pas l'issue, il fallait que le film parle de lui-même d'une certaine façon. Donc, je vais faire un peu le profil des détenus que je souhaiterais rencontrer, puisque j'avais pas le temps et que je voulais pas prendre le premier non plus qui me tombe sous la main. Donc, je cherchais des personnages, on va les appeler comme ça, enfin des détenus qui avaient un peu de hauteur de vue. Et elle m'a un peu piloté et ses choix s'avéraient plutôt... Mais ils ont parlé librement. Voilà. Oui. Ils sont parlé librement, si ce n'est qu'il y avait quand même quelqu'un de l'administration qui écoutait. Donc on ne sait pas jusqu'à quel point ça peut modifier une parole, mais je pense qu'ils ont parlé librement. Alors vous avez tous vu ce documentaire, à l'exception de Jean-Marie Delarue, mais on le comprend parce qu'il a eu peu de temps ces derniers temps. Il devait rendre son rapport, il a été extrêmement sollicité. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai envie de commencer par vous, sénateur Le Serre, et puis vous qui représentez ensuite le ministère de la Justice. D'abord, je trouve que le fait que ce film ait pu être tourné est déjà un progrès tout à fait considérable pour une administration pénitentiaire qui, jusqu'à présent, avait plutôt le culte de l'opacité que le culte de la transparence. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à faire rentrer des journalistes avec moi dans l'univers carcéral. Ça prouve qu'il y a sur ce point des progrès qui se font. Moi, je dis et je répète que si on veut que les Français se réapproprient leur prison, il faut effectivement que les journalistes et que les hommes de communication puissent entrer dans la prison. Timide les progrès ou... Je prends acte d'un progrès qui est déjà un progrès effectivement important. Ouais. Et je pense, j'ai eu l'occasion de discuter avec le nouveau directeur d'administration pénitentiaire, je pense qu'on va aller de plus en plus vers une ouverture effectivement des prisons vis-à-vis des hommes et des femmes de communication. Ça me paraît extrêmement important. Après, bon, moi, il y a des aspects que j'ai appréciés dans ce film. Il y a des aspects sur lesquels je serais un tout petit peu plus réticent. Par exemple, le film insiste sur les limites des nouveaux établissements. Je reconnais qu'il y a des limites effectivement importantes et qu'il y a une certaine forme
de déshumanisation des nouveaux établissements. Mais quand on a, comme moi, visité des établissements comme Saint-Joseph et Saint-Paul, par exemple, à Lyon, quand on a connu effectivement les cellules dans un état de dégradation absolument immonde, avec 4 personnes dans 9 mètres carrés, pas de ventilation, avec des toilettes non cloisonnées. Moi, quand je suis allé à la nouvelle prison de Corba, ils ont commencé par me dire, ici c'est l'hôtel. Alors, évidemment, ça ne suffit pas. Et de très loin, je crois qu'on a également commis un certain nombre d'erreurs dans ces nouvelles constructions qui sont des établissements trop importants, que dans les constructions à venir, puisqu'on nous annonce quand même encore 13 000 places, voire même davantage, qui vont être construites pour remplacer. Jusqu'en 2012, les 13 000 jusqu'en 2012, c'est déjà acquis, mais 13 000 autres pour remplacer des établissements obsolètes. Je pense qu'il faudra tirer les leçons les enseignements de votre film et avoir des établissements à dimension plus humaine où la présence en personnel sera une présence de surveillance et pas seulement d'insertion et de probation, sera une présence plus importante, où on recréera des relations humaines. Guillaume Didier, un mot sur le film que vous avez regardé, j'imagine, avec beaucoup d'attention, parce que vous êtes porte-parole du ministère de la Justice. Juste un mot avant sur les conditions de tournage. C'est vrai, la prison n'est pas un lieu de tournage comme un autre. Et vous le savez, vous qui êtes des personnes de télévision, la présence d'une caméra dans la rue, dans un établissement, ça cause un certain trouble. Alors imaginez dans une prison avec des gens qui sont privés de leur liberté, qui ne sont pas maîtres de ce qu'ils... ils n'ont pas forcément les conséquences. Ça peut servir d'exutoire aussi, on peut dire des choses. Si l'administration pénitentiaire a accordé l'année dernière, tenez-vous bien, 1500 reportages, autorisations de reportage, dont plusieurs centaines pour la télévision. Simplement, c'est une vraie responsabilité parce que vous avez tourné pendant 3 jours ou 4 jours dans un établissement. Et il y a beaucoup de travail avant qui est fait par l'administration pénitentiaire, beaucoup de travail aussi après parce que ça perturbe profondément la vie en détention. Et pourtant, votre reportage a été fait, et je vais vous donner mon avis, je l'ai beaucoup aimé, votre reportage. Il nous montre qu'il était effectivement indispensable de fermer cette vieille maison d'arrêt Charles III, construite sous le Second Empire, vous imaginez. Elle montre qu'il était manufacture de tabac. Ouais, elle montre qu'il était insalubre. Monsieur le sénateur, vous l'avez très bien décrit, mais des cours de promenade défoncés, des cellules complètement impropres à la vie à l'intérieur. Il montre aussi l'absolue nécessité d'avoir construit un nouvel établissement pénitentiaire. Alors, il y a un parti pris dans votre reportage sur la seconde partie, qui est d'insister sur les mesures, l'aspect très sécuritaire de cet établissement. Est-ce que c'est un parti pris ou est-ce qu'il n'a pas tout simplement écouté ce qu'on lui disait? Écoutez, je vous rassure, je pense que vous allez avoir certainement une deuxième partie de votre documentaire, puisque je sais que vous avez plusieurs heures de tournage, des matchs de foot, du travail des personnels d'insertion et de probation, ou des nouvelles cellules avec la douche, effectivement, qui est individuelle dans chaque cellule. Vous voulez dire qu'il n'a pas monté certaines séquences? Attendez, mais c'est normal, je veux dire, c'est pas... Je sais que vous avez pu voir un petit peu les activités sportives et culturelles, vous ne les avez pas montées, mais le reportage est intéressant, parce qu'il montre effectivement qu'on a beaucoup insisté sur l'aspect moderne, propre, hygiène et sécurité, on le reconnaît, et que maintenant, dans le cadre des nouvelles places de prison que Michel Alliot-Marie est en train de faire construire, on va tenir compte de retour d'expérience des nouveaux établissements, on va tenir compte du rapport de Monsieur le Contrôleur Général pour les rendre effectivement un peu plus humains et surtout pour créer des établissements en fonction de la personnalité des détenus. Il n'est pas utile de mettre des fortes contraintes de sécurité pour tous les détenus. Donc on va avoir différentes catégories d'établissements. Alors, on va remercier Guy Girard qui a réalisé ce document qui va nous quitter. Juste quand même... Aux États-Unis ou en Israël, qui est un pays très sécuritaire, il y a des films sur les prisons totalement libres. Hein. Je veux dire, en France, c'est probablement l'administration la plus opaque. J'ai fait un film sur les renseignements généraux qui a été plus facile à monter quand même, sur les prisons. Ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire, il y a eu des progrès faits, mais il y a encore des efforts à faire. Guy Girard, on vous remercie parce qu'on va accueillir un autre invité extrêmement intéressant, Saïd André Remli, qui a écrit un livre qui s'appelle « Je ne souhaite cela à personne ». Il a passé 23 ans en prison. On va donc parler des conditions de vie en prison. On regarde un premier extrait du document où on parle justement de la surpopulation. Parole de prisonnier, on écoute. Moi je suis arrivé, je suis dans une cellule de 6. Dans une cellule de 6, on était combien? On était 6. 6. C'est clair que ça m'a fait bizarre quand j'ai vu ça, quoi. Je m'y attendais pas. Et finalement, voilà quoi, on est 6, c'est tout serré, mais bon, il n'y a pas le choix, on fait avec quoi. Faut avoir des bons co-détenus ensemble pour qu'en sorte ça se passe bien quoi. Et ça se passe comment la cohabitation? En général, si on est avec des gars bien qu'on connaît, ça se passe bien. Et dans votre cas, en ce moment? En ce moment, moi ça se passait bien, quand j'étais arrivé, ça s'est bien passé. Il y avait juste une personne où ça allait pas trop, qui allait pas dans la cellule, quoi, qui était un peu sale, un peu tout ça. Ça fait que on lui a dit de partir, il a pas voulu partir. Ça fait qu'il est parti la tête basse, quoi, on pourrait dire ça comme ça.
Et voilà, sinon ça s'est bien passé, aucun souci. Là, ça fait une semaine, je suis en cellule de 2. Et ouais, c'est vrai que cellule de 2, c'est déjà mieux, quoi. C'est plus d'intimité, plus tranquille. Mais ça va, quoi. Voilà, Saïd André Remli donc nous a rejoint. Il a donc publié ce livre, Je ne souhaite cela à personne, publié au Seuil. Bonsoir, vous avez passé 23 ans en tout en prison. Vous avez vu ce document, j'imagine. Est-ce que ça ressemble effectivement à ce que vous avez vécu, même si vous avez vécu des choses encore pires? Oui, enfin, je crois que le sujet du débat, c'est de passer les anciennes prisons aux nouvelles. Oui, on va en parler. Pour démontrer un peu que les nouvelles prisons sont, comme on voit par exemple dans l'atelier, où c'est du ciment brut, même pas un coup de peinture, ou même la nourriture n'a pas de goût, enfin voilà, ce genre de choses. Mais je suis passé, moi, par plusieurs... Je n'ai pas compté. À un moment, j'ai arrêté de compter parce que j'étais transféré régulièrement pour raison de sécurité. Et donc j'ai connu pas mal d'établissements, vétustes, modernes et autres. Mais est-ce que la surpopulation déjà des prisons, c'est quelque chose qui est véritablement difficile ou le plus difficile à supporter pour les détenus? Sûrement, personnellement, j'ai pas été touché par ça puisque je suis passé à l'isolement. Vous étiez trop surveillé. En centrale, quoi. Donc bien évidemment, non, il n'y a pas de... Moi, j'ai pas connu, mais je sais que ça doit être... De quoi avez-vous le plus souffert, vous? Du manque de liberté, peut-être déjà. Oui, ça. Du manque de pertinence, je trouve, dans le fonctionnement de cette administration concernant tout ce qui concerne la reconstruction d'un individu. Le manque d'activité. Donc, au niveau des activités, il a fallu qu'on les crée, nous. Et à chaque fois, c'était la guerre avec le chef d'établissement pour pouvoir créer une activité qui ne soit pas que seulement occupationnelle. Donc, c'est ce vide. Les personnes condamnées à perpétuité, ou qui ont des peines infinies, ne peuvent pas se projeter dans l'avenir. Donc, aucune occupation qui... ne sont pas accessibles à la notion de projet pour aller vers quelque chose. Et ça, c'est terrible. Alors, vous restez surtout avec nous. On va beaucoup parler de votre expérience, de vos 23 ans de prison. C'est intéressant d'avoir votre témoignage par rapport à des spécialistes qui sont ici. Jean-Marie Delarue, je me tourne vers vous. Vous êtes donc contrôleur général des prisons. Vous avez rendu, il y a une semaine maintenant, un rapport qui n'est pas tendre. Oh, moi, je ne cherche pas ni à être tendre ni à être méchant. La question, c'est plutôt d'essayer de traduire une réalité qui n'est pas simple forcément à traduire. Qui peut dire la prison, disait Pierre Goldman, hein. Bon, on essaye de la dire et on a donc focalisé sur un certain nombre de points. Les activités en détention dont parle Saïd André, avec cette espèce de vaste pénurie, tout le monde s'ennuie, c'est affreux. Avec d'autres aspects sur la vidéosurveillance, et puis en effet ce qui est l'objet de notre débat, c'est-à-dire les anciens et les nouveaux établissements. Et sur ce point, en reprenant ce qui a été dit tout à l'heure, je ne voudrais pas dire qu'on a le choix, on n'a pas le choix, c'est un faux choix entre l'humanisation, entre guillemets, j'emploie exprès ce terme, des prisons et la sécurité. C'est pas du tout ça le choix. Ce que je reproche aux nouvelles prisons, c'est une fausse idée de la sécurité. Car je crois que la sécurité, elle nécessite pour être efficace aussi la mise en place de solides relations humaines. Je crois que ça rend service à tout le monde d'avoir entre les détenus et les surveillants un dialogue continuel, d'avoir un travailleur social très présent, d'avoir une direction en détention. Bon. Et je crois que tout ça contribue aussi à la sécurité. Ça contribue en plus naturellement à la réinsertion, à l'humanisation, tout ce qu'on veut. Et donc, je crois qu'on a une conception de la sécurité totalement étriquée et fausse. C'est pas seulement des miradors, des caméras de surveillance. Voilà, c'est le dialogue. Et je crois que ça vaut aussi pour le personnel comme pour les détenus. Je crois que le fait que la prison soit une collectivité humaine, dans laquelle par conséquent on a besoin de se parler les uns les autres, c'est encore une réalité à venir dans ce pays. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je crois que beaucoup de détenus, nonobstant en effet l'inconfort matériel qui a été dénoncé à juste titre, enfin qui pourrait préférer les cafards les détenus préfèrent les anciennes prisons en l'état actuel. C'est ce qu'ils disent, à cause des relations sociales qui existent. Mais alors, est-ce que vous êtes aussi en train de nous dire qu'il va absolument falloir réfléchir là, dans les années qui viennent, à mettre en place ou à changer la manière dont on conçoit les nouvelles prisons? Si oui, comment faut-il les concevoir? Est-ce qu'il faut faire, comme le disait Monsieur Le Serre, des établissements plus petits? Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de personnes? Est-ce qu'en France, on n'est pas systématiquement en train d'isoler les détenus, pour que la société ne les voit pas, plutôt que de les réinsérer?
Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire sur l'invisible de la prison, puisque entre la condamnation et la sortie, on a envie d'oublier la personne qui est là. Bon, par conséquent, et ça vaut aussi pour les personnels, naturellement, qui n'osent pas dire qu'ils sont surveillants de prison. Hein. Tous les enfants de surveillants de prison le savent. Bon, donc, mais en dehors de cette affaire, je crois que il faut s'en tenir à quelques principes simples. Un, je crois aucune prison ne devrait être conçue sans la participation des personnels et, allons, risquons le mot, des usagers. Bon. Et je trouve que ça serait un excellent moyen d'interroger des détenus pour savoir. Bon. Mais les personnels aussi. Moi, je suis très frappé de ce que, dans ce pays, la construction d'hôpitaux psychiatriques se fait en étroit lien avec la future équipe soignante. Les prisons, mais les surveillants dedans 3 semaines avant, ou 3 mois avant, peu importe, mais très peu de temps avant. Et puis, deuxièmement, je crois qu'il faut avoir une idée d'une prison qui ne soit pas seulement une prison destinée à empêcher l'évasion, tout le monde est d'accord là-dessus, certes, mais aussi à faire que les gens aient une vie de citoyens aussi ordinaire que possible, la privation de liberté en moins. Je crois que sur ce point, il y a encore loin du compte. Et puis je crois qu'il faut faire une prison qui ressemble à quelque chose qui est un peu humain. Là-dessus, je crois que la garde de Sceaux a été très claire sur la réalisation actuelle des nouveaux programmes. Trop de béton, pas de verdure. Je souscris tout à fait à ce jugement. Alors, la réaction de Guillaume Didier, le porte-parole du ministère de la Justice, et puis du sénateur Le Serre. Oui, Michel Alliot-Marie a un plan pour construire 12 000 places de prison nouvelles pour permettre de fermer 12 000 les plus vétustes de France. Plus 5 000 places complémentaires pour augmenter la capacité des parcs pénitentiaires. Et dans ce cadre, le garde des Sceaux souhaite effectivement mettre plus de verdure, mettre fin au tout béton, mettre fin au tout vidéosurveillance. Ça veut dire qu'il y a quand même une sorte de mea culpa par rapport à... Bon, vous savez, c'est être modeste, c'est tout. Si la maison Charles III de Nancy n'avait pas été fermée, la décision n'avait pas été prise en 2002 par le gouvernement de M. Raffarin, mais dans les années 80, elles étaient déjà vétustes. On aurait aujourd'hui un parc pénitentiaire plus adapté. On tire les conséquences, on fait un retour d'expérience sur chaque nouvelle construction de prison. On voit les améliorations, parce que on n'a pas montré dans le reportage, mais à la nouvelle maison d'arrêt de Maxéville, vous avez une unité de vie familiale qui permet aux détenus de renouer pendant quelques jours avec sa vie de famille. Il y a des parloirs qui ont enfin un endroit pour les enfants, pour accueillir les enfants spécifiques. On a des terrains de sport, on a un gymnase, on a des salles d'activité. Donc ça c'est bien. Michel Alliot-Marie veut par exemple qu'on triple dans les nouveaux établissements la place consacrée aux activités, la formation professionnelle, l'enseignement. Donc on va en tirer les conséquences. Mais je crois qu'il faut être modeste. Aucun pays au monde ne peut dire qu'il a la prison modèle. Simplement, il y a beaucoup d'efforts. Attendez, quand on regarde le classement des prisons françaises par rapport aux autres pays du monde, on est très 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 loin. On est avec les pires pays du monde. Oui, mais attendez, on est en train de... Oui, mais ça fait depuis 2002, on n'a jamais eu autant d'ambition pour les prisons françaises. On a doublé le budget de l'administration pénitentiaire. On est à près de 3 milliards d'euros par an. On a augmenté sensiblement le nombre de personnels pénitentiaires, le nombre de personnels d'insertion et de probation. Donc ne laissons pas croire qu'on enferme les détenus, qu'on les oublie pendant 5, 10, 15 ou 20 ans et qu'on attend que ça se passe. Il y a vraiment des efforts considérables et on poursuit ces efforts. On est le seul ministère, l'administration pénitentiaire est la seule administration où non seulement le budget augmente, mais également le nombre de personnels dans un contexte budgétaire, vous le savez, qui est difficile. Ça montre bien la prise de conscience de la nécessité de mettre fin à des décennies de désintérêt, mais de l'ensemble de la société pour ces prisons. Sénateur Le Serre, vous visitez énormément les prisons. Ça fait des années que vous faites ça et vous dites souvent, d'ailleurs, je fais ouvrir des cellules au hasard pour qu'on ne fasse pas la visite guidée. Qu'est-ce que vous pensez justement du changement qui est amorcé vers ces prisons modèles, entre guillemets? Écoutez, deux choses fondamentales. D'abord, il y a une chose très simple qui devrait être faite et qui doit être faite le plus rapidement possible, c'est appliquer la loi. On a voté il y a très peu de temps, fin d'année dernière, la loi pénitentiaire. La loi pénitentiaire, c'est une loi de révolution, c'est une loi de rupture de la prison d'hier par rapport à ce que nous voulons être la prison de demain. La loi pénitentiaire, c'est se préoccuper de l'activité en prison. On a créé une obligation d'activité qui pèse aussi bien d'ailleurs sur la personne détenue que sur l'administration pénitentiaire. L'obligation d'activité, c'est pouvoir proposer un travail à ceux qui souhaitent travailler, pouvoir proposer une formation professionnelle, pouvoir proposer des responsabilités associatives, culturelles, sportives. Pour cela, il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, nous avions souhaité que le Code des marchés publics soit modifié, c'est pas encore fait, mais je suis sûr que ça va se faire, pour donner un droit de priorité aux entreprises qui proposent du travail pour les personnes détenues. Mais est-ce qu'on ne s'est pas plus occupé dans la réforme des bâtiments
que Non, des hommes pas dans la loi. qui a dans les bâtiments, qu'ils soient détenus ou personnels Il y d'ailleurs. a deux choses qui se font depuis des années, depuis même pas 2002, depuis 86, depuis les lois Chalandon, Oui. on va avoir doublé à peu près le parc, si je peux m'exprimer ainsi, pénitentiaire. On est passé grosso modo de 35 000 à 62 000 places. Donc il y a eu des efforts qui ont été réalisés sur les constructions nouvelles. Mais la construction c'est important, mais c'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est aussi ce qui peut se passer. Si on veut qu'il y ait un travail de réinsertion qui soit réalisé, il faut effectivement fournir de l'emploi, fournir de la formation professionnelle et faire en sorte que la prison soit aussi l'occasion de l'apprentissage d'un savoir-faire. Puis il y a un point sur lequel je suis en désaccord avec le ministère en l'état actuel des choses. Autant je suis pleinement d'accord pour que on détruise ou des prisons qui sont des prisons totalement dépassées, obsolètes, et qu'on les remplace par des établissements récents et modernes, autant je ne suis pas favorable à l'augmentation du parc pénitentiaire. On nous parle, le président de la République par lui-même a demandé qu'il y ait 5 000 places supplémentaires de construites et que l'on passe de 63 000 à 68 000 places. Je crois que c'est une erreur. Pourquoi ? C'est une erreur parce que si nous décidons de construire encore 5 000 places supplémentaires, tous les crédits dont nous disposons, nous allons faire ce qui se passe depuis de nombreuses années, de l'immobilier et des personnels de surveillance. Car bien évidemment, on ne peut pas faire tourner des prisons nouvelles sans personnel de surveillance. Or, si nous voulons réussir la loi pénitentiaire qui donne la priorité aux aménagements de peine et aux alternatives à l'incarcération, c'est des personnels sociaux dont nous avons besoin, des personnels d'insertion et de moins de bâtiments, probation. mais plus de personnel. Bien sûr, et il faut faire en sorte, effectivement, de réussir l'alternative à l'incarcération, de réussir les aménagements de peine. Pour cela, il faut embaucher d'autres personnes que les personnels de surveillance. Et si on prend des personnels de surveillance, les mettre dans les prisons anciennes, de façon à ce qu'ils puissent retrouver un rôle à côté de la surveillance, un rôle de réinsertion. Alors vous parlez beaucoup, tous autant les uns que les autres, de l'inactivité en prison. On va re-regarder un deuxième extrait parce que c'est assez effarant quand on entend ces détenus qui racontent tout simplement leur journée. On regarde et on écoute. Vous regardez beaucoup la télé? Avec ça. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de chaînes et tout, mais avec ça. Rien à regarder, mais pour passer le temps. Et à part la télé, qu'est-ce que vous faites ici? Rien de spécial, quoi. Parce qu'il n'y a rien à faire. À part discuter, mais à mon cas ici, je suis avec 6 personnes sur différentes nationalités, différentes cultures. Il y a des autres qui parlent pas la langue de l'autre. C'est très difficile, quoi. Vous êtes ici depuis combien de temps? Ça fait 14 mois. Saïd André Remli, vous qui avez passé 23 ans en prison, est-ce que c'est ça le plus lourd à supporter, cette inactivité? On a l'impression que le temps s'arrête. Disons que j'ai réussi le tour de force, mais c'était ma chance en prison d'utiliser justement la solitude pour apprendre chaque jour, pour lire. Vous, oui. Oui, mais malheureusement, je suis représentatif du reste de mes anciens colocataires, si je peux les appeler comme ça. Parce que malheureusement, des journées qui passent comme ça, qui sont interminables, où certaines personnes n'arrivent à sortir que 2 heures par jour, ne travaillent pas, restent en cellule pendant des mois, pendant des années. Bon, il y a des types qui sont en centrale, qui ne travaillent pas, on les appelle les inactifs, c'est-à-dire ils font absolument rien. Ils se contentent de rester en cellule, ils sortent parfois en promenade, ils vont à la douche, et ça dure 15 ans, ça dure 20 ans. C'est... Je sais pas comment... Mais vous avez fait énormément de choses. Vous avez fait une formation d'ingénieur, enfin ingénieur, non, de quoi, de son, technicien son. Technicien son. Vous avez fait une formation de monitorat de voile. Oui, tout à fait. Mais est-ce que ça, on va dire, c'est pas le parcours classique d'un détenu. Vous êtes vraiment bougé, on peut le dire. Disons que je suis arrivé à un moment où j'étais incarcéré, au moment du jugement, je me suis dit, soit j'en finis tout de suite, maintenant, ou soit j'adopte... Que vous avez hésité entre le suicide ou une attitude, ou soit je cesse tout de suite, ou soit il faut que je change en profondeur. Donc ça veut dire notamment apprendre tous les jours quelque chose, lire un livre par jour, faire du sport tous les jours, me séparer de ma famille, de mes amis, de façon à ce qu'aucun personnel pénitentiaire puisse avoir la moindre pression sur moi, si ce n'est un contact direct, si on peut dire. Mais bon, le faire, ça c'est... Je suis pas sûr que tout le monde y arrive, quoi. Alors, on va parler de cette inactivité en prison. Est-ce que c'est pas le problème numéro 1 aujourd'hui pour la future réinsertion des détenus? Sénateur Le Cerf.
Moi, je pense effectivement que c'est l'un des problèmes essentiels et ça n'a pas été facile d'imposer l'obligation d'activité. Maintenant, il faut que cette obligation d'activité se concrétise et qu'elle se concrétise le plus rapidement possible. C'est dans la loi, mais... C'est le problème numéro 1 et il est indissociable, et Saïd André le disait bien, pour moi, de l'encellulement individuel. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans une cellule avec 3 ou 4 autres personnes et que la télévision fonctionne 24 heures sur 24 ou presque, et je vous passe effectivement, entre guillemets, les rôles épais, les odeurs, pour vous refaire, préparer votre réinsertion à la vie future, c'est quasi impossible. Donc, l'obligation d'activité, elle prendra tout son sens lorsque nous parviendrons en même temps à assurer l'encellulement individuel, c'est-à-dire à mettre fin à la surpopulation carcérale. Sur ce point, il faut construire des prisons, monsieur le sénateur. Je comprends qu'il faut augmenter la capacité du parc pénitentiaire. L'encellulement individuel, madame, il faut quand même imaginer que c'est mettre un détenu par cellule. Si on n'augmente pas la capacité du parc pénitentiaire, comment est-ce que vous voulez qu'on lutte contre la surpopulation carcérale? Les arguments du sénateur Le Cerf sont recevables quand il dit que tout le budget va partir dans la construction immobilière et on n'aura plus d'hommes suffisamment d'hommes. On a créé plus de 1000 emplois pour l'administration pénitentiaire l'année dernière. Pour l'essentiel, des emplois de surveillants. Et les emplois de personnel d'insertion de probation. Très peu. Plus de 200 et plus de 150% depuis 2002. Enfin, il y a aussi un moment, il faut savoir de quoi on parle. Mais pourquoi voulez-vous construire des prisons nouvelles alors qu'il faut lutter contre la surpopulation carcérale. Depuis 2 ans, il faut des prisons aux normes du Conseil de l'Europe. On ne peut pas avoir le Conseil de l'Europe nous demande d'avoir des prisons avec des douches individuelles, des toilettes cloisonnées. Il faut construire des places de prison. Alors, le débat est intéressant. Je voudrais entendre Monsieur Delarue sur ce sujet très précis. Faut-il, d'après vous, à l'avenir, effectivement construire plus de places de prison? Est-ce que c'est ça l'objectif numéro 1 pour répondre aux critères européens? Ouais. Ou alors, est-ce qu'il faut, au contraire, on va dire un peu mettre la pédale douce sur la construction de nouvelles prisons et véritablement plus penser au développement de tout le personnel qui peut aider à la réinsertion? Je pense en tout cas qu'il faut éviter d'imaginer que toute réforme pénitentiaire nécessite des milliards d'euros. Je crois qu'il y a des réformes extrêmement simples qui nécessitent peu d'argent. Comme quoi? Appeler les détenus monsieur ou madame. Ça nécessite effectivement, a priori, très peu d'argent. C'est pas très cher, mais ça nécessite, je ne l'ignore pas, une révolution culturelle assez forte de la part des personnels que je comprends. Mais il faudra y venir un jour. Non, je crois que, au fond, il faut que nos auditeurs comprennent que tout ce qui est débat autour des prisons doit conduire à ce que nous soyons exigeants sur la capacité qu'a notre système carcéral de réinsérer les personnes. Et à l'aune de cet étalon, aujourd'hui, la prison française, pardon, monsieur Didier, la prison française est en effet pas une des plus belles de l'Europe, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, je crois que l'activité et la pénurie d'activité sont évidemment un des aspects majeurs de cette capacité de réinsertion. Mais je dirais plus généralement, la distance qu'on met entre le détenu et tout ce qui l'environne, l'infantilisation des détenus, la perte de leur autonomie, oui, c'est bien décrit dans le début conduit du documentaire. Exactement à l'inverse de ce qui est souhaitable, c'est-à-dire de les réinsérer. Et moi, je crois... Est-ce qu'il faut les responsabiliser, par exemple, on va dire des choses toutes bêtes, hein, leur donner un budget, leur dire à vous de gérer ça, prendre des responsabilités, pouvoir effectivement évoluer librement dans des couloirs? Mais je crois que mon voisin de gauche le disait parfaitement tout à l'heure, tout ce qui était de l'initiative des détenus est systématiquement regardé avec beaucoup de méfiance parce qu'il y a des problèmes d'ordre public, c'est entendu. Mais il faut, au-delà de ces problèmes, une fois qu'on les a réglés, accepter. Je vais vous prendre un exemple très simple. Dans un centre de détention, un centre pour peine que j'ai visité, les détenus ont commencé dans un coin de cour de promenade où il y avait un peu de terre à faire un peu de culture. Bon. Potager. Et comme au début, on n'a pas voulu leur donner des instruments, parce qu'on se méfiait, n'est-ce pas? Mais ils vont s'entretuer avec les bêches, les râteaux, etc. Ils ont fait avec la main. Bon, comme dans les kolkhozes des années 30. Bon. D'ailleurs, c'est pas glorieux pour notre République. Et maintenant, parce qu'il y a eu un directeur un peu plus souple, ils ont des outils et évidemment, tout se passe très bien. Bon. Donc je crois que tournons le dos à cette espèce de considération qui accable les détenus d'une espèce de mépris universel, faisons-leur un petit peu confiance et je crois que tout ira mieux, nonobstant le nombre de constructions qu'on édifiera. Je crois que tout ça est indépendant. Je m'adresse à vous deux en même temps, vous croyez que c'est un peu la double peine? C'est-à-dire que non seulement il y a l'enfermement, la privation de liberté, mais aussi la privation tout simplement du respect de la personne? Je dirais qu'il y a une triple peine même, carrément. Parce qu'au moment de la sortie, on n'est pas encore sorti de l'emprisonnement, quoi. Une personne qui reste inactive pendant des années
s'étiole peu à peu, et quand elle sort, elle n'est pas encore sortie. La perpétuité réelle, pour ceux qui la demandent, elle existe. Une personne condamnée à 3 ou 4 ans, quand elle en sort, c'est pas terminé. Il y a le casier judiciaire, il y a l'impossibilité de se prendre en main. Bon, moi, de mon côté, j'ai réussi à le faire, mais la plupart des personnes qui sortent de prison ont subi l'assistanat à outrance pendant trop longtemps. Donc elles sont incapables, ne serait-ce que de régulariser leur situation administrative au jour de la sortie. Moi, je l'ai fait dans la demi-journée où je suis sorti. Vous, par exemple, qui avez vécu longtemps en prison, on va dire, Monsieur Delarue parlait de petits signes, d'appeler quelqu'un monsieur ou madame, de responsabiliser un peu les gens sur des choses qui semblent bénignes et qui pourtant ne le sont pas. Vous, qu'est-ce qui vous semble le plus important dans des petites révolutions comme ça quotidiennes? J'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Tous coupables, qui est passé sur votre chaîne, et on entendait Fernand, un ancien surveillant de prison, qui nous expliquait qu'à l'ENAP, l'École nationale d'admission pénitentiaire, on les formait, on leur indiquait qu'il ne fallait jamais s'excuser devant un détenu. Donc c'est quand même révélateur d'une certaine mentalité qu'il faut absolument changer. Les détenus sont peut-être détenus pour un temps, mais ça, avant tout des êtres humains, c'est des citoyens comme... Serrer la main d'un détenu. Ah oui, ni serrer la main, et puis enfin bon, il m'a expliqué hors caméra un certain nombre de choses, c'est incroyable, quoi. Je voudrais juste dire sur l'activité, parce que vous dites que monsieur, vous êtes un cas exceptionnel. Il y a quand même sur les... Non mais tant mieux que vous ayez bien réussi votre réinsertion. Dans les établissements pour peine, il y a un détenu sur 2 qui bénéficie d'une formation professionnelle rémunérée ou d'un travail. Et le taux est un peu moins dans les maisons d'arrêt, c'est 30%. Parce qu'effectivement, ce sont des plus petites peines, des plus petites durées de détention. Monsieur Delarue n'est pas tout à fait d'accord avec vous sur les chiffres, apparemment. Ce sont les chiffres officiels. Il y a beaucoup plus de monde dans les maisons d'arrêt que dans les centres de détention. Et on continue à y travailler. Le garde des Sceaux a signé des conventions avec le MEDEF pour que les entreprises aillent en prison pour proposer de l'emploi, pour préparer les détenus à la sortie. Il y a 40 000 détenus l'année dernière qui ont été scolarisés, presque 10 000 ont obtenu un diplôme, c'est 7 000 ou 8 000. Vous voyez, donc on continue à travailler. Évidemment qu'il y a encore des progrès à faire, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on a autant de moyens. C'est pour ça aussi que on a maintenant, depuis 2 ans seulement, un contrôleur général des prisons qui est là aussi pour une autorité indépendante pour pointer ce qui ne va pas et ce qu'on doit améliorer. Donc on n'est pas tellement en désaccord finalement. On est d'accord que les prisons françaises ne sont pas parfaites, loin de là. Mais soyez persuadés qu'on y travaille. Et si on va tripler les mètres carrés consacrés aux activités dans les nouveaux établissements, c'est bien parce qu'on a bien conscience qu'il faut donner cette formation, cet emploi aux détenus. On s'arrête à nouveau un instant, on va réécouter le 3e extrait de ce documentaire. C'est la directrice du centre pénitentiaire de Maxéville, le tout nouveau centre pénitentiaire, qui explique qu'elle manque surtout de personnel. Ça revient un petit peu à ce qu'on vient de dire, mais c'est important d'entendre une directrice d'établissement le dire. On l'écoute. C'est pas parce qu'on est seul dans sa cellule qu'on est isolé. Le surveillant fait un travail tous les jours à l'étage qui contredit ce sentiment d'isolement. En lui donnant les moyens et en mettant le nombre de surveillants suffisant aux étages, on a des agents qui font un travail de com et un travail humain formidable. Ça reste un métier sécuritaire, mais ça n'est pas que ça. Et encore une fois, c'est une question de moyens. Quand vous créez des petites équipes autonomes sur des quartiers comme les quartiers arrivants, les quartiers d'isolement, il n'est pas rare que des agents passent plus d'1 demi-heure à discuter avec un détenu simplement parce qu'il l'a sollicité et que quelque chose ne va pas. Bien sûr, c'est plus difficile sur un étage où vous avez 60 détenus et où vous êtes seul. Donc là, après, il faut aussi un jour peut-être que l'administration se pose, et pas simplement l'administration parce que ce n'est pas elle qui est en cause, que l'État, que les parlementaires qui font voter l'encellulement individuel et qui nous reprochent l'isolement du détenu se posent la question des moyens qu'il faut allouer pour qu'on remplisse les tâches peut-être de façon plus importante. Voilà, elle est là la question. On va entendre à la fois l'État et les parlementaires. D'abord vous, sénateur Le Serre, et puis ensuite vous, Guillaume Didier, puisque vous êtes porte-parole du ministère. Alors, le parlementaire se permet de répondre tout de suite, si vous voulez. Il nous semble effectivement que l'encellulement individuel est possible, même sans la construction de 5000 places supplémentaires, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la loi pénitentiaire prévoit effectivement de mettre l'accent sur les aménagements de peine. Ensuite parce qu'elle prévoit de limiter la détention provisoire. Et elle l'a remplacée autant que faire se peut par l'assignation à résidence avec bracelet. Ensuite parce qu'il y a toute une
une série de personnes qui sont actuellement dans les prisons françaises et qui ne devraient pas y être. Et je parle des personnes atteintes de troubles mentaux très lourds, pour lesquels la peine n'a strictement aucun sens. Je constate en outre, avec beaucoup de satisfaction, que depuis 2 ans... Juste un mot, est-ce que vous pouvez nous dire, à votre avis, quelle a été l'augmentation des personnes qui ont des troubles psychiatriques importants dans les prisons ces dernières années? Elle est tout à fait, si vous voulez, on manque de statistiques très fiables, et on manque d'ailleurs globalement de statistiques très fiables sur tout ce qui est pénitentiaire. Mais cette augmentation est spectaculaire. Et cette augmentation, c'est la conséquence tout à fait naturelle du fait que l'on a fermé les lits psychiatriques en milieu fermé, et donc aujourd'hui, vous retrouvez effectivement dans les prisons de la République des personnes malades mentales. Il y aurait quasiment des antennes psychiatriques à l'intérieur des prisons. C'est ce qu'on est en train de faire avec les UHSA. Michel Marie va inaugurer une unité hospitalière spécialement aménagée. Alors, mais est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que la bonne solution, c'est de se dire, puisqu'on a incarcéré des fous, créons effectivement des hôpitaux psychiatriques pour les personnes emprisonnées? Ou est-ce que la bonne solution, c'est pas de faire en sorte que les personnes atteintes de troubles mentaux très lourds ne rentrent pas effectivement en univers carcéral? Si on fait sortir tous ces gens-là, on va récupérer de l'espace. Et je disais qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que depuis 2 ans, il n'y a pas d'augmentation du nombre des personnes détenues. Donc, pas d'augmentation du nombre des personnes détenues. Il y a à peu près aujourd'hui 100 personnes détenues en France pour 100 000 habitants. C'est une honnête moyenne. Si nous restons dans cette honnête moyenne, c'est pas la peine de faire plus de 63 000 places. 63 000 places suffiront. Guillaume Didier, ce que disait à demi-mot cette directrice, c'était que si un surveillant voulait s'arrêter et discuter une demi-heure avec un détenu parce qu'il sentait qu'il en avait besoin, on n'a pas encore parlé des suicides en prison, ou très peu, et il va falloir qu'on en parle quand même. Mais manifestement, il ne le peut pas, le surveillant, il n'a pas le temps. C'est la raison pour laquelle, je l'ai déjà dit, on augmente considérablement les moyens. Il faut aller au-delà. La loi pénitentiaire prévoit un parcours individualisé des peines, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire en sorte qu'on fasse un point avec le détenu dès qu'il arrive en prison. Pendant plusieurs semaines, on fait une évaluation pluridisciplinaire. Il voit des personnels pénitentiaires, des éducateurs, des personnels d'insertion et de probation, des enseignants, des médecins, qui voient de quoi a besoin le détenu. Et ça permet d'individualiser ensuite le parcours de détention. Et ça, on y travaille beaucoup pour faire en sorte que le temps passé en prison soit un temps utile. Mais c'est difficile. On demande à la prison de réussir une mission de réinsertion. Très souvent, c'est une mission d'insertion. Là où tout le reste de la société a échoué, là où la famille a échoué, l'éducation nationale a échoué, le monde du travail, le monde de la santé a échoué. Et on demande à la prison de faire des miracles. Eh bien, on y travaille. On travaille à essayer de reconstruire des gens qui en ont besoin. Mais c'est une tâche vraiment difficile. Il faut être un peu modeste aussi. L'administration pénitentiaire ne peut pas tout faire pour reconstruire des gens qui ont connu de très grandes difficultés depuis le début de leur vie. Jean-Marie Delarue. Oui, moi, je crois en effet, comme il vient d'être dit, que l'état des prisons dépend de la politique pénale du pays. Par conséquent, on ne peut pas examiner soigneusement l'un sans examiner l'autre. Donc ça n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais chacun doit avoir à l'idée qu'il y a nécessairement un retentissement dans les prisons du nombre de peines qu'on prononce et de la longueur des peines qu'on distribue. Bon. Deuxièmement, je crois que la réinsertion des détenus passe en effet par tout ce qui a été dit. Moi, je suis très sensible à ce que dit Madame Curtot, dont je précise, bien que n'ayant pas vu le film, que nos contrôleurs étaient sur place au moment du transfèrement entre Charles III et Maxiville, et que ce transfèrement a été très soigneusement préparé par la directrice Madame Curtot et les personnels, avec des petites attentions même de détail pour chaque détenu, et je voudrais au passage saluer ce travail parce que c'est une manifestation des relations humaines que j'appelais de mes voeux tout à l'heure. Bon, très bien. Troisièmement, moi je prends acte de ce qu'on va augmenter les effectifs, très bien, mais mon travail est quand même de dire qu'il y a encore loin de la coupe aux lèvres et qu'aujourd'hui ce qu'on entend du côté des détenus, c'est qu'ils n'ont plus aucun interlocuteur, soit parce que les surveillants sont débordés, soit parce que les conseillers d'insertion et de probation se concentrent sur les aménagements de peine et que pour tout ce qui est ordinaire du travail social, il n'y a plus personne. Et donc, en l'état actuel des prisons, aujourd'hui, je ne parle pas de demain, vous accumulez encore les frustrations, les déceptions et par conséquent l'agressivité et la violence. Donc je crois que si on veut un peu inverser la spirale, il faut en effet se donner les moyens à la fois d'avoir des gens qui sont des interlocuteurs, de diminuer les effectifs incarcérés et puis aussi sans doute de changer certaines modalités de rapport entre les surveillants et les détenus. Saïd André Remli, est-ce que vous vous dites aujourd'hui, ok, je m'en suis sorti, parce que vous êtes même construit j'ai jamais dit ça. En prison, mais est-ce que vous êtes construit tout seul? Est-ce qu'il y a eu des gens dans votre parcours pénitentiaire qui vous ont aidé à des moments qui ont été vraiment importants? Donc j'ai compris très rapidement en prison que si je restais vraiment enfermé, c'est-à-dire simplement en contact
avec les codétenus et les personnes pénitentiaires, je m'en sortirai jamais. Donc j'avais plus de contacts avec l'extérieur, donc j'ai pris contact avec pas mal de monde de la société civile, avec des parlementaires, avec Bertrand Tavernier, un ami réalisateur, avec plein de personnes, qui m'ont permis de sortir un peu de prison, de me cultiver un peu aussi, ne serait-ce que par rapport à l'atelier de Nicolas Frise, où j'ai fait une formation de technicien son. Voilà, donc, grâce à l'INA. Voilà, ça va prendre 6 ans et demi pour l'Institut national de l'audiovisuel. Donc voilà, mais pour s'en sortir, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que les rapports qu'il peut y avoir entre les personnels pénitentiaires et les détenus, c'est évident, il faut vraiment que ça change. Et tout dépend, en définitive, du chef, du chef d'établissement. Si on tombe en prison, on les appelle les progressistes, les directeurs progressistes, ceux qui vont dans le bon sens. Donc j'ai eu de bonnes surprises, pour passer militaire fédéral ou à le premier degré, donc en prison centrale de Moulins, en plein milieu de la France, il faut le faire quand même. C'est quand même pas banal, parce que le directeur était ouvert. Idem, on a pu monter d'autres projets culturels, par exemple à la centrale de Saint-Maur, parce que le directeur qui était en place à l'époque a dit d'accord tout de suite. Donc on a fait rentrer les gens de l'extérieur, il y a eu un véritable échange, il y a eu une vie. Et là, ça a continué. Donc, mais il y a aussi des directeurs qui ne sont pas progressistes, et là, tout s'arrête, c'est ça? Ça évolue favorablement. Oui, moi je voudrais dire qu'on n'a jamais eu sans doute autant de bons directeurs qu'aujourd'hui. Et par rapport à ce qui se passait il y a 40 ans, les choses se sont très sensiblement métamorphosées. Et je crois aussi que dans le monde des surveillants, dans le monde des conseillers d'insertion et de probation, il y a des gens qui sont de très grande qualité. Ce qu'il faut mettre en cause, c'est précisément l'endroit où cesse la bonne volonté et où commence l'organisation institutionnelle, la manière dont l'établissement fonctionne. Et à cet égard, je crois qu'il faut non seulement que les gens soient pleins de bonne volonté et d'humanité, mais je crois que ça, on le trouve déjà largement, mais que le type de relation qui doit s'instaurer entre le détenu, la maîtrise de sa propre vie, les relations avec les autres, l'intervention des personnes extérieures à l'établissement, tout ça évolue très substantiellement. Un mot pour terminer, on a plus que 2 minutes, mais c'est important qu'on ne termine pas cette émission sans en parler. Il s'agit des suicides en prison, il y en a eu beaucoup. Vous y avez pensé, vous ? J'y ai pensé, puis c'est l'objet de mon prochain documentaire, parce qu'on parle des suicides en prison qui ont augmenté de façon un peu catastrophique ces dernières années, mais ce qu'on omet complètement, ce qu'on ignore totalement, c'est les suicides après la prison. Dont il faut parler aussi, c'est au moins aussi important. Bien sûr, des personnes qui ont vécu un certain nombre d'années, trop d'années, sortent de ce que cauchardisent, sont sujets à différentes addictions, partent sur des récidives hyper violentes pour en finir, ou alors se mettent une balle à la tête, comme ça arrivait régulièrement. Ça rejoint aussi un des propos que nous tenions il y a quelques instants sur l'importance des malades mentaux dans l'univers carcéral. Vous savez qu'on se suicide encore beaucoup plus dans les hôpitaux psychiatriques de notre pays que dans les prisons. Il va de soi que la présence forte de malades mentaux explique le fait que la France ait un nombre de personnes qui se suicident dans ces prisons beaucoup plus important que les pays qui nous environnent. À côté, il y a les conditions de détention, mais là aussi, la loi pénitentiaire, si on l'applique, en réglant les problèmes, par exemple, relatifs aux fouilles, en faisant de la fouille à nu l'exception, en interdisant les fouilles corporelles interne, devrait contribuer à limiter l'importance des suicides. Les autres mesures sont intéressantes, mais elles ne sont pas de la même importance. Mais en tout état de cause, c'est une préoccupation majeure aussi, j'imagine. Il y a un plan de prévention du suicide lancé par Michèle Alliot-Marie. Elle a confié ce plan au professeur Terra, qui est un psychiatre de renommée internationale, et qui s'inspire notamment d'un certain nombre d'expériences à l'étranger, dont l'expérience espagnole. L'Espagne est un des pays qui a le taux le plus faible de suicide dans ses prisons. On voit ce qui se passe en Espagne, on essaie de le mettre en place en France. Mais il n'y a pas de malades mentaux en Espagne dans les prisons. Non, mais ce sont les médecins qui décident de la place d'un détenu en prison ou à l'hôpital psychiatrique. Ce sont même pas les magistrats, ni les parlementaires, ni le gouvernement. Si un médecin dit qu'un détenu n'a pas sa place en prison, c'est lui qui le place en hôpital psychiatrique, mais c'est pas... Merci vraiment à vous d'avoir participé à ce débat. Je suis désolée, je dois vous interrompre parce qu'on est un peu pris par le temps et on pourrait encore en parler longtemps des prisons. C'est un vaste sujet, même si les choses commencent doucement à s'améliorer. La semaine prochaine, vous avez à nouveau rendez-vous avec l'émission Le Docu, le débat. Cette fois, vous retrouverez Benoît Duquesne pour un docu-débat consacré à la mobilité au travail. Excellente soirée, merci, bonsoir.